Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. On va laisser peut-être l'ensemble des participants arriver. Voilà. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir et le thème du jour, c'est la loi partage de la valeur. Et donc, vous présenter en tant que dirigeant, DRH, gérant d'entreprise, les obligations qui vous incombent à compter du 1er janvier 2025. On est 22 participants. On se laisse peut-être une minute savoir si l'ensemble des inscrits se connectent. Et on va en profiter malgré tout pour nous présenter. Donc aujourd'hui, Alice Rouvière, responsable marché retraite chez April Entreprise. April Entreprise, qui est un courtier au sein du groupe April, spécialisé dans la distribution auprès d'entreprises de toute taille et donc de solutions collectives en matière de santé, prévoyance, épargne et retraite. Et donc, j'accompagne personnellement et conseille depuis une dizaine d'années les dirigeants d'entreprise, les DRH, dans l'accompagnement et la mise en place de solutions d'épargne retraite individuelle et collective donc pour leurs collaborateurs et d'épargne salariale. Mais aujourd'hui, je suis en compagnie de Tiffaine Duhamel, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Tiffaine Duhamel, je suis la directrice générale d'Epartim, qui est une des activités du groupe DLPK, donc qui est l'activité épargne salariale du groupe DLPK, qui est un groupe d'ingénierie financière et qui a rejoint l'actionnariat d'April à la fin du mois de juillet dernier. J'ai une petite particularité aussi, je suis la DRH du groupe DLPK et donc je suis à la fois consommatrice d'épargne salariale et distributrice d'épargne salariale. Voilà. Merci Tiffaine. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter cette loi partage de la valeur. On voulait vous donner plus de détails sur vos obligations. Et avant ça, on va peut-être faire un petit rappel de qu'est-ce qu'un dispositif d'épargne salariale. Vous donnez quand même les grandes lignes du PE-PERCO que vous avez déjà dû entendre parler. Alors, l'épargne salariale, effectivement, c'est un dispositif qui date pas de 2024. Le partage de la valeur, c'est assez ancien. Ça a été initié par le général de Gaulle en 64, donc c'est assez vieux. C'est un dispositif qui combine donc un plan d'épargne entreprise, qui est une enveloppe, un réceptacle, entre guillemets, de différentes primes dont on parlera après. Le plan d'épargne entreprise permet de placer son argent avec un horizon de placement de 5 ans, de 5 ans et au-delà, avec des conditions de déblocage anticipés qui sont au nombre de 16, et le PERCOL, qui est un horizon de placement retraite, avec là aussi des conditions de déblocage anticipés plus ou moins heureuses, mais dont le placement et l'objectif est d'inviter les collaborateurs à épargner jusqu'à la retraite. Ces deux dispositifs, ces deux enveloppes peuvent être alimentés de différentes manières, soit à l'initiative de l'entreprise, par un effort de l'entreprise, donc ce sont les primes d'intéressement, la réserve spéciale de participation, l'abondement unilatéral, soit par le collaborateur lui-même au travers de versements volontaires ou de monétisation des jours de congés payés. Et depuis peu, un nouveau dispositif est entré en vigueur dans le cadre de l'alimentation, mais on en parlera plus tard. C'est la prime partage de la valeur qui est désormais investissable dans le PE et le PERCOL. Tout à fait. Merci Tiffaine. Avant de faire un point sur le contexte de cette loi partage de la valeur, on voulait simplement vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'on vous adressera le lien pour le replay ainsi que le support pour que vous puissiez prendre connaissance des éléments, des annexes qui tiennent compte également de toute la partie cas de déblocage anticipé. Enfin, voilà, il y a pas mal d'informations et de détails. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a un petit onglet questions-réponses afin que ce webinaire reste interactif et qu'on puisse répondre à vos interrogations sur le sujet. Donc, le contexte de cette loi partage de la valeur qui, effectivement, a été promulguée fin 2023 et qui sera applicable à partir du 1er janvier 2025. C'est donc de soutenir le pouvoir d'achat des collaborateurs tout en favorisant donc le versement d'une prime issue du partage de la valeur via les différents dispositifs que Tiffaine vient de vous présenter. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, Tiffaine, des mesures à retenir sur cette loi partage de la valeur ?
Alors oui, trois grands objectifs, Alice, sur cette volonté de mettre en place cette loi. Le premier, c'est d'élargir le dispositif de partage de la valeur au-delà des entreprises de plus de 50. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'obligation légale en matière de partage de la valeur se fait au travers de la participation pour les entreprises qui comptent plus de 50 collaborateurs depuis 5 ans. Il y a la volonté donc d'élargir cette obligation aux entreprises de 11 à 49. Deuxième objectif de cette loi, c'est de permettre l'accès d'une certaine manière à un pseudo-actionnariat salarié, on va l'appeler comme ça, parce que ça n'est pas en tant que tel, mais en tout cas d'essayer de reproduire un dispositif assez similaire à celui de l'actionnariat salarié via la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, on en parlera tout à l'heure. Et le troisième objectif, c'est de continuer à promouvoir une épargne verte et solidaire. On avait eu l'obligation de mettre en place un fonds solidaire au sein des dispositifs d'épargne salariale. Désormais, il faut également avoir un fonds labellisé, mais on en parlera également tout à l'heure. Voilà donc les trois grands objectifs à retenir de cette loi. Très bien. Et donc, la grande question, c'est comment êtes-vous concernés, vous, dirigeants d'entreprise, DRH, par ces obligations? Donc, l'idée de notre présentation, c'est de dérouler selon les différentes tailles d'entreprise. Donc, on va commencer par les entreprises qui comptent entre 11 et 49 salariés. Donc, quelles sont vos obligations? On présentera ensuite les obligations des entreprises de plus de 50 collaborateurs. Enfin, on fera un petit focus sur les nouveautés, les obligations communes, dispositions communes à toutes les entreprises sur l'épargne salariale et cette loi partage de la valeur. Donc, je ne rentre pas forcément dans le détail de tout ce qui est indiqué ici, puisqu'on va le faire juste là. Et donc, Tiffaine, je te relaisse la main pour nous parler de la situation des entreprises entre 11 et 49 salariés avec l'accès à la dérogation de la formule légale calcul de la participation. Oui, effectivement, deux possibilités, deux nouvelles possibilités ou obligations pour les entreprises de 11 à 49. La première, donc la philosophie de ces deux dispositifs, c'est d'imposer soit de partager la valeur, soit de le simplifier. Donc, d'une part, le simplifier en donnant la possibilité d'accéder à la formule dérogatoire de la formule légale dans le cadre de la mise en place d'un accord de participation. Alors, quand on est une entreprise de 11 à 49, on peut mettre en place un accord de participation qu'on qualifie de volontaire avec une formule légale. La formule légale est une formule très encadrée, hein, vous n'avez pas le choix, et il y a 4 formules dérogatoires. On avait le droit jusqu'alors d'accéder à la formule dérogatoire si tant est qu'elle délivre au moins autant de réserves spéciales de participation que la formule légale. Ça, c'est toujours le cas pour les entreprises de plus de 50. Par contre, pour les entreprises de moins de 50, il est possible aujourd'hui d'accéder à la formule dérogatoire quand bien même elle ne délivre pas autant que la formule légale. Donc voilà, première disposition. Deuxième disposition, c'est l'élargissement de... Je veux bien que tu... Voilà. C'est l'obligation pour les entreprises donc de plus de 50 de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a l'obligation à partir du moment où vous êtes plus de 50 aujourd'hui de mettre en place de la participation. Il n'y avait pas d'obligation pour les entreprises de moins de 50 et donc l'État a souhaité élargir ce dispositif en imposant cela auprès des petites et moyennes entreprises. Donc possibilité aujourd'hui, enfin obligation à compter du 1er janvier 25 de mettre en place ce dispositif, soit via de la participation volontaire, soit via de l'intéressement, soit via une prime partage de la valeur, anciennement appelée prime Macron, anciennement appelée PEPA, voilà, elle a porté plusieurs noms. Est-ce que, Tiffaine, tu peux nous dire comment se définit le seuil d'effectif de 11 salariés pour pouvoir justement accompagner nos entreprises sur leurs obligations au 1er janvier 2025? Alors, ce seuil est évalué sur le nombre moyen de collaborateurs, l'effectif moyen de l'année qui précède l'année d'obligation. Voilà, tout simplement. Merci. Et est-ce qu'on a un montant maximum, minimum à verser
quelles sont les obligations des entreprises sur le budget dispositif de partage de la valeur? Alors, il n'y a pas de montant, il y a pas de montant minimum. Voilà, qui a été encadré. Il y a un montant maximum qui va dépendre du dispositif qui a été choisi. Si on parle d'intéressement ou de participation, le montant maximum, c'est 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Et puis, si on parle de prime de partage de la valeur, eh bien, on va être sur une prime qui ne pourra excéder 3 000 ou 6 000 euros. 3 000 si vous n'avez ni participation ni intéressement d'ores et déjà en place, et 6 000 euros si vous avez d'ores et déjà un dispositif d'intéressement ou de participation volontaire. Donc, l'épargne salariale, effectivement, on parle d'obligations, mais si on parle de leviers et d'avantages pour les entreprises et pour leurs salariés, on se rend compte que ce sont des beaux outils. Malgré cette obligation, on peut aussi le voir comme pour un avantage pour l'entreprise. Est-ce que Tiffaine, tu peux nous donner plus d'informations sur ces avantages? Alors, l'épargne salariale, c'est effectivement un vrai levier d'attractivité. C'est un levier avant tout de rémunération. Alors, dans un contexte actuel où il y a une grosse inflation sur les salaires, c'est un levier assez intéressant pour compléter les systèmes de rémunération en place et éviter systématiquement de mettre en place des augmentations individuelles et collectives qui peuvent être assez coûteuses pour l'entreprise et aussi pour les collaborateurs, parce que l'épargne salariale est un dispositif qui est très avantageux aussi sur le plan des charges sociales et fiscales, puisque il est à très faible charge patronale. En moyenne, on est à 0% ou à maximum 20% de charge quand le forfait social s'impose. Donc, pour 100 euros versés, ça va coûter à l'entreprise au maximum 120 euros, au lieu des 150 en moyenne, puisqu'on est aux alentours de 5% de charge pour l'employeur en moyenne sur un salaire. Et ça représente aussi des avantages très importants pour le collaborateur, puisque lui aussi bénéficie de cet allègement de charge, puisque entre le brut et le net, globalement, vous avez 23% de charge. Or, l'épargne salariale n'est soumise qu'à la CSG-CRDS et même dans certains cas à rien du tout. Donc CSG-CRDS, ça ramène les 23% à 9,7%. Et si ces dispositifs sont investis ou dans le cadre de faibles rémunérations pour les entreprises de moins de 50, ces primes peuvent être également non soumises à impôt. Donc c'est un vrai levier d'attractivité. C'est aussi un vrai levier de performance des entreprises, puisque il faut savoir que certains de ces dispositifs, notamment l'intéressement, est conditionné à des critères que vous pouvez choisir. La participation est conditionnée à la performance économique de l'entreprise. Donc, c'est aussi un vrai levier de performance de l'entreprise au travers d'un objectif commun et donc aussi un objet de cohésion. Donc, ça a vraiment plein de vertus. C'est pour ça qu'on vous invite, si ce n'est pas le cas, à mettre en place ces dispositifs. Quand bien même aujourd'hui ils soient imposés, entre guillemets, c'est plutôt un bon levier et une belle obligation pour vous. Tout à fait. Excusez-moi. Un beau levier de valorisation de marque employeur, effectivement. Et donc, on voulait aussi illustrer nos propos par un cas pratique, puisqu'on sait que c'est toujours plus parlant. Donc, on a pris le cas de la SARL qui partage, qui compte une quinzaine de salariés et qui clôturera ses comptes au 31 décembre 2024. On a rencontré Sylvain, le gérant, donc, qui souhaite mettre en place un dispositif et donc associer ses salariés aux résultats de l'entreprise. Il n'a pas prévu de budget pour l'instant à allouer à un dispositif de partage de la valeur et il a entendu parler de la prime de partage de la valeur et donc il nous contacte aujourd'hui pour qu'on puisse le conseiller sur ses obligations et sur les possibilités qui s'offrent à lui pour le 1er janvier 2025. Tiffaine, quelle est ta préconisation ou qu'est-ce que tu peux lui répondre à ce jour? Alors,
Bien sûr, tout dépend. La société il faudrait que j'en sache plus sur la société qui partage pour avoir un diagnostic le plus précis possible. Néanmoins, nous, ce qu'on a tendance à préconiser naturellement, c'est plutôt la mise en place d'une DUE ou d'un accord d'intéressement, pour la simple et bonne raison que l'avantage de l'accord d'intéressement, ce que je disais préalablement, permet d'une part de choisir des critères d'attribution de ce partage de la valeur, et donc ça a une double vertu, répondre à l'obligation légale, mais aussi accroître la performance de l'entreprise sur des leviers qui sont connectés à la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, l'accord d'intéressement en ce sens nous semble vraiment intéressant. Vous pouvez aussi encadrer les sommes à verser, donc ça vous permet aussi d'anticiper, le cas échéant, les volumes de primes que vous aurez à verser, ce qui n'est pas le cas non plus dans l'accord de participation, puisque l'accord de participation, c'est une formule légale, comme je vous l'ai dit en introduction, qui va générer une réserve spéciale de participation, et vous ne maîtrisez pas votre budget, en tout cas la réserve spéciale de participation à distribuer. Donc voilà, nous on a tendance, en règle générale, quand on a des entreprises qui nous interrogent, à préconiser l'accord d'intéressement pour les raisons que j'ai évoquées, une maîtrise du budget, la possibilité de choisir les critères, et donc un objectif commun autour duquel tout le monde peut se mobiliser. Donc un vrai outil de motivation et fidélisation des collaborateurs avec une maîtrise du budget. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modalités de mise en place juridique d'un accord d'intéressement? Alors, deux possibilités. Soit vous pouvez le mettre en place via une DUE si vous n'avez pas d'organisation syndicale en place, soit ou que vous êtes une entreprise inférieure à 11 collaborateurs, parce que l'obligation est à partir de 11. Vous avez la possibilité de mettre en place aussi ce dispositif en étant une toute petite entreprise. Il y en a plein qui le font d'ailleurs. Et sinon, un accord d'intéressement traditionnel à déposer à l'adresse. On a des exemples d'accords d'intéressement. L'accord d'intéressement, ce qui va différer l'accord d'intéressement d'une entreprise à une autre, ça va être les modalités de calcul, donc les critères d'attribution, le volume, le budget alloué à chaque critère ou à la globalité du dispositif, et puis les conditions de répartition. Pour rappel, la prime d'intéressement peut être répartie soit proportionnellement au salaire, soit proportionnellement au temps de travail, soit un mixte des deux, soit de manière totalement égalitaire. Tout à fait. Donc, bien entendu, on accompagnera Sylvain dans l'application des conditions d'atteinte de ses objectifs, et donc dans la maîtrise de son budget également, sur le budget alloué au regard de la masse salariale, par exemple, qui est plafonné, il semble, à 20% la prime d'intéressement de la masse salariale. Tout à fait. Sylvain a quand même envie d'en savoir davantage sur les autres dispositifs et sur la prime de partage de la valeur néanmoins. Donc, on lui a proposé ici un petit tableau comparatif des différents dispositifs qui s'offrent à lui. Exactement. Alors, on a comparé, on vous a comparé dans ce tableau les différents dispositifs qui rentrent dans le cadre de la loi partage de la valeur en fonction de l'effectif de votre entreprise. Donc, vous verrez entre les dispositifs qui sont conditionnés à des critères, d'autres qui ne le sont pas, comme la prime de partage de la valeur, qui, elle, peut être distribuée sans avoir convenu de critères au préalable. Voilà, les exonérations de charges sociales pour l'entreprise, les exonérations de charges patronales et salariales, le cas échéant, et puis les exonérations d'IR, qui vous permettra de faire un choix éclairé le cas échéant. Bien entendu, on est disponible également pour vous accompagner dans les choix, dans la présentation des différents dispositifs, le choix à retenir selon le cahier des charges de l'entreprise, vos attentes et votre volonté de partager la valeur. Donc ici, si on retient en résumé, donc les entreprises qui comptent entre 11 et 49 salariés devront proposer au moins un dispositif de partage de la valeur selon leur situation financière. Donc on est sur un montant de bénéfices supérieur à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 ans. Et les entreprises de plus de 50 salariés, ça nous permet de faire une transition, qui ont également l'obligation de prévoir l'accord de participation et qui sont concernés également par la loi partage de la valeur.
C'est vrai qu'Alice, on a oublié ce petit détail de la condition économique. Ouais, on n'impose pas aux entreprises qui n'ont pas une performance économique suffisante de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, bien entendu. Donc, l'obligation n'entre effectivement que si vous atteignez si votre bénéfice est supérieur à 1% du chiffre d'affaires net sur 3 ans. Donc, voilà, il y a quand même un encadrement. On ne demande pas de distribuer ce que vous n'avez pas. Tout à fait. Donc, on a bien rappelé le montant dans les slides précédents. On n'a simplement pas on a oublié un petit tout aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, pour les entreprises de plus de 50 salariés, elles sont également concernées un petit peu moins par cette loi partage de la valeur, mais quand même. Tout à fait. Donc, les entreprises de plus de 50 avaient, j'en parle déjà au passé, puisque la loi est sortie en fin d'année dernière, novembre 2023, mais les décrets d'application n'ont vu le jour que fin juin, début juillet. Questions-réponses qui se sont enchaînées. Donc, ça a été on a été très acculés, entre guillemets, à un moment donné, notamment sur cette obligation de négociation avec les partenaires sociaux en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice, puisque c'était à mettre en place, on devait engager les négociations avant le 30 juin. Pour l'instant, il n'y a pas de entre guillemets, de punition, j'ai envie de dire, si ça n'était pas le cas. Mais en tout cas, sachez que vous devez le faire. Il n'est pas trop tard. Donc, engager les négociations, ça ne veut pas dire aboutir à une négociation, hein, ça ne veut pas dire aboutir, mais ça veut dire discuter de ce qui est déjà, vous avez 2 sujets sur lesquels vous devez échanger, c'est qu'est-ce que l'augmentation exceptionnelle de mon bénéfice, donc définir la notion d'augmentation exceptionnelle. Donc, le législateur a défini des critères non exhaustifs qui pourraient générer une augmentation exceptionnelle du bénéfice, qui sont dans le petit encadré gris à gauche que je ne vais pas repartager. Et la deuxième chose, c'est en cas de négociation, en cas d'atteinte de bénéfice exceptionnel, dans ces cas-là, qu'est-ce que je mets en face en termes de primes? Très souvent, c'est du supplément d'intéressement ou du supplément de participation en fonction du dispositif ou des dispositifs que vous avez d'ores et déjà en place. Voilà. Et avant de continuer, on a une question de Gladys qui nous interroge pour les entreprises de moins de 50 salariés. Est-ce qu'on doit quand même rédiger ou prévoir un dispositif de partage de la valeur si, je comprends bien la question, si on n'a pas atteint les 3 ans du bénéfice supérieur à 1%? Voilà, c'est 3 années consécutives. Voilà. Donc, Gladys, j'espère que nous avons répondu à votre question. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Donc voilà, finalement, pour les entreprises de moins ou de 50 ou plus de 50, quelles sont les obligations aujourd'hui sur ce nouvelle loi et donc sur les obligations ou bien l'intérêt de partager de la valeur auprès de vos salariés. Et donc, il y a également des nouveautés communes à toutes les entreprises qui concernent l'intéressement et la participation. Tiffaine, est-ce que tu veux nous en dire davantage? Oui, alors 2 petites dispositions qui existaient déjà sur l'intéressement, qui est l'avance possible sur l'année qui précède l'exercice concerné par le versement, l'avance possible de la prime de participation, de la prime d'intéressement. Donc voilà, ça s'est élargi, c'est un dispositif qui existait déjà sur l'intéressement, qui s'est élargi à la participation, qui n'est pas extrêmement utilisé, hein, pour être honnête. Donc voilà, il y a juste une uniformisation. Et puis la possibilité de verser de l'intéressement avec un seuil plancher et un plafond, c'est-à-dire, pour donner un exemple plus simple, imaginons que votre prime d'intéressement, par exemple, génère pour le plus petit salaire 30 € de prime. Eh bien, vous pourriez considérer que le minimum que vous allez distribuer sera de 70 € par exemple. Et donc, quand bien même elle aurait généré proportionnellement au salaire 30 €, le plus petit salaire aura 70 € minimum. Et de la même manière, vous pouvez plafonner
la prime et de se dire que pour les plus gros salaires, imaginons que pour le plus gros salaire, la prime aurait généré 7 000 € de distribution, eh bien, vous pouvez dire que le plafond serait de 5 000 ou 6 000 € le cas échéant. Voilà, donc vous avez possibilité de limiter pour éviter en fait les inégalités salariales trop fortes. Sachez néanmoins que vous avez aussi la possibilité dans les critères d'attribution de distribuer votre prime d'intéressement ou votre prime de participation de manière égalitaire. Donc, soit de manière égalitaire, soit exclusivement en fonction du temps de travail, ce qui vient neutraliser totalement le niveau de rémunération de vos collaborateurs. On a une question de Claire, on va y répondre puisque c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir interagir en direct. Donc, dans le cadre d'une entreprise de moins de 50 salariés qui verse habituellement une PPV, donc via une DUE pour cette PPV qui est rédigée habituellement, quelles sont les formalités à effectuer pour 2025? Toujours une DUE, si elle n'a pas de délégué syndical, toujours une DU. Toujours une DU. Possible aussi pour les entreprises de plus de 50, d'ailleurs, la DUE sur la prime partage de la valeur. Voilà. Et possibilité également de prévoir ou de modifier via un accord d'intéressement avec la mise en place d'objectifs à atteindre, d'objectifs collectifs. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez plus d'informations. J'espère qu'on a répondu à votre question. Donc je continue sur les nouveautés PE Perco avec effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, tu voulais… Non, j'allais démarrer un peu trop vite. Voilà. Avec la prime de partage de la valeur qui intervient en nouvelle source de versement sur l'épargne salariale, qui permet également d'accompagner vos collaborateurs dans des projets plus moyens, long terme, avec l'épargne salariale PE bloquée pendant 5 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien sur le PERCO, où l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Voilà, et donc on a effectivement des nouveautés sur les cas de déblocage anticipé du PE. Tiffany, est-ce que tu veux nous détailler ces nouveaux cas? 3 nouveaux cas de déblocage anticipé qui sont très en lien avec l'actualité. Donc, le fait d'être un proche aidant, la rénovation énergétique de votre résidence principale ou l'achat d'un véhicule propre. Et dans véhicule propre, ils entendent aussi un vélo électrique, par exemple. Et puis, dernier point, je vous en ai parlé aussi rapidement en introduction, c'est une des volontés de la loi partage de la valeur, de la loi partage de la valeur, pardon, c'est de continuer à pousser ces investissements responsables et donc l'obligation d'intégrer un fonds labellisé dans le dispositif d'épargne salariale. Alors, on a mis Percol, c'est une petite coquille dans le dispositif d'épargne salariale au sens global. Donc, il y a 5 labels qui sont éligibles, tous avec des orientations un peu différentes ou des philosophies un peu différentes, mais tous tout à fait sérieux en tout cas, et ça permet aussi d'intégrer votre dispositif d'épargne salariale, et je vous invite à le faire, à votre politique aussi RSE, et de parler aussi de votre dispositif d'épargne salariale au travers de votre politique RSE, puisque l'épargne salariale est déjà par essence, entre guillemets, un dispositif social qui peut rentrer dans votre politique globale en la matière. Tout à fait. Et donc, sachez qu'en annexe, vous retrouverez les informations sur la PPV dans sa globalité, les cas de déblocage anticipé du PE, du PERCOL. Voilà, on vous a remis en annexe toutes les informations plus détaillées pour que vous puissiez vous y retrouver par la suite. Et enfin, on voulait vous parler aujourd'hui du dispositif plan de partage de la valorisation de l'entreprise, qui est également une nouveauté de cette loi partage de la valeur et qui est le petit frère de l'actionnariat salarié. Et donc, Tiffany, je te laisse nous en dire davantage sur ce dispositif et comment il fonctionne. Alors, grande nouveauté, on l'appelle plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Pour les intimes, on va l'appeler PPVE, à ne pas confondre avec la PPV. On va finir par s'en mêler les pinceaux avec tous ces termes un peu connectés. Donc là, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, c'est la possibilité, enfin c'est comme je vous l'ai dit en introduction,
ça se rapproche un petit peu de l'actionnariat salarié. C'est un dispositif qui se construit sur 3 ans et donc qui va permettre de définir une valorisation de l'entreprise à un instant T, donc en année A, et l'accroissement ou pas de la valorisation de cette entreprise 3 ans plus tard et de générer une prime liée justement à la valeur qu'aura pris l'entreprise sur 3 ans. Tout cela devra être défini dans un accord qui devra définir la valeur de départ pour pouvoir calculer la valeur d'arrivée. Alors, pour les entreprises cotées, c'est assez facile puisque c'est la capitalisation boursière qui sera le point de référence de la valeur dans l'entreprise à un instant T. Pour les entreprises non cotées, ça sera une formule à déterminer qui devra être mise de manière assez exhaustive dans l'accord et qui devra prendre en compte soit la situation nette comptable, la rentabilité, enfin voilà, des critères objectifs et mesurables qui permettent de définir la valeur théorique de l'entreprise à ce moment-là. Et puis donc 3 ans après, donc pour ceux qui mettront en place ce dispositif en 2025, en 2028, il y aura la possibilité de verser justement cette prime avec des avantages sociaux et fiscaux différents de tous les autres dispositifs, hein, pour simplifier les choses, mais différents ou similaires sur certains aspects. Mais en tout cas, c'est bien un dispositif à part entière qui permet effectivement d'apporter des éléments de réponse pour ceux qui voudraient mettre en place de l'actionnariat salarié mais qui ne le peuvent pas parce que c'est assez lourd, c'est assez coûteux. Si vous voulez mettre en place un FCPE dédié, c'est très coûteux d'ailleurs. Voilà, donc c'est un petit pas vers le développement de l'actionnariat salarié et le partage de la valeur plus. Et donc, on précisera que cette PPVE peut être versée dans le dispositif d'épargne salariale. Néanmoins, elle ne rentre pas dans les cas de dispositifs de partage de la valeur qui sont ceux précisés auparavant. Voilà. Tout à fait. On avait prévu des questions, 45 minutes pour ce webinaire et cette présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions aujourd'hui. Si toutefois, c'est l'occasion peut-être de vous rappeler, de vous présenter nos annexes sur lesquelles nous avons vraiment détaillé les différents dispositifs de partage de la valeur qui vous permettent de retrouver l'information rapidement. Les cas de déblocage anticipé, des informations sur la prime de partage de la valeur en tant que telle qui effectivement bénéficie aujourd'hui d'exonérations intéressantes pour certaines catégories de salariés, mais ces obligations ne le seront plus à compter du 1er janvier 2025, ces exonérations, d'où l'intérêt aujourd'hui de prévoir la mise en place d'une épargne salariale PE-PERCO, puisqu'effectivement 2027, je ne sais plus ce que j'ai dit, 2025, 2027, voilà, la mise en place d'épargne salariale pour accueillir cette prime qui n'est pas soumise à critères d'objectifs collectifs. Et enfin, les cas de déblocage anticipé qu'on vous a également remis par ici. Voilà. Il y a des questions. Non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, on est à votre disposition. C'est beaucoup d'informations, je pense qu'on vous a délivré là. On a un laps de temps assez réduit. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à Alice ou à moi si vous avez nos coordonnées, je crois, à la fin des slides. Si vous avez quelques questions, que ce soit sur la loi partage de la valeur ou même surtout sur l'épargne salariale de manière générale. On y répondra avec grand plaisir. Je crois qu'on a une question. Ouais. Alors, attendez, tant que je la... Alors, c'est Alexandra qui nous demande, pour les entreprises de plus de 50 salariés, le bénéfice exceptionnel se calcule selon les mêmes règles que les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, l'augmentation du bénéfice exceptionnel, en fait, c'est à définir. Donc, il n'y a pas de règle sur l'augmentation du bénéfice exceptionnel. C'est, encore une fois, dans l'accord, il faudra définir 2 choses. Ce qu'on entend par augmentation du bénéfice exceptionnel, l'État n'a pas du tout encadré cette notion-là. Donc, il nous laisse effectivement un petit peu dans le flou par rapport à ça. Et puis, le supplément d'intéressement ou de participation qu'il y aurait le cas échéant. Mais il n'y a pas de lien avec...
enfin, il y a un lien avec le bénéfice net dont on parle sur les 3 années consécutives pour l'obligation de mettre en place ce dispositif, mais sur la notion d'exceptionnel, en tout cas, on n'a pas plus d'informations que ça. Ça sera à définir dans l'accord. Qu'est-ce qu'on considère comme exceptionnel? Voilà, donc il y a des obligations. On a encore une question. Donc, si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, il n'y a pas de partage de la valeur à mettre en place. Exactement. Alors, si elle ne fait pas de bénéfice sur la partie moins de 50, bien entendu, ça c'est certain. Si elle ne fait pas de bénéfice, ça va aussi ne rien générer en matière de réserve spéciale de participation. Par contre, une entreprise qui ne fait pas de bénéfice pourrait potentiellement verser une prime d'intéressement, puisque la prime d'intéressement peut être conditionnée à d'autres critères que des critères exclusivement financiers ou de résultats positifs. Tout à fait. Voilà Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aujourd'hui, si on résume, il y a des obligations et vous avez quand même le choix dans le dispositif à prévoir, à mettre en place, le choix du budget. Est-ce que vous souhaitez faire participer, collaborer vos salariés dans les performances, l'amélioration des performances, des résultats de l'entreprise? Et donc voilà, comme le disait Tiffaine, on est disponible pour vous accompagner, pour répondre à vos questions sur ces sujets qui peuvent être un peu complexes au premier regard. Il y a encore des questions? A priori, voilà. Si vous avez des questions qui arrivent plus tard, voilà, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Écoutez, merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. On était ravis de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end. Bon week-end de 3 jours. Merci à tous, très bonne journée.